Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, parce qu'on dirait que c'est encore une espèce de mini-série un peu particulière, puisque je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'elle va se finir, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments à dire dessus et beaucoup de choses à creuser. Donc du coup voilà, une petite présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est super important. En gros, ça va tourner autour de tout ce qui est un peu croyance limitante, un peu prophétie autoréalisatrice. Bref, des trucs un peu perchés, mais qui, vous allez voir, et tu vas voir, ont des applications vraiment concrètes et vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e épisode d'Electron Penseur. Bonjour à tous. Alors du coup, aujourd'hui en fait, cette espèce de petite mini-série, en gros, elle va avoir en point commun, en espèce de fil conducteur, fil rouge, vraiment en fait le concept de croyance limitante, de voilà en fait c'est le fameux genre tu peux si jamais tu y crois, ou ces trucs un peu qui sont perchés, mais là on va y voir vraiment des applications vraiment concrètes, on va voir vraiment avec beaucoup d'histoires. Je pense que dans chacun en fait, faudrait que je sais pas encore combien d'épisodes je vais faire parce que pour chacun en fait vous allez voir que je vais vraiment m'appuyer sur une petite histoire, enfin une bonne histoire, et vraiment essayer à la décomposer pour vraiment finalement comprendre le concept même. Donc c'est une approche un petit peu différente que je fais d'habitude. D'habitude c'est plus l'inverse, en gros c'est plus j'essaie de défendre une idée et je trouve une histoire, enfin une histoire ou une image pour illustrer, et là c'est plutôt en gros je pars de l'histoire et en gros j'essaie d'en extraire un peu finalement les concepts ou autres. Alors du coup, aujourd'hui, donc comme j'ai dit, finalement, la première des histoires, le premier des petits épisodes, comme j'ai dit, j'ai aucune idée de combien il va y avoir d'épisodes, on verra bien. Alors du coup, en gros, de cette petite mini-série, en gros, ça se base sur voilà tout ce qui est, on va dire avec des grands guillemets, l'impuissance acquise. Donc du coup, la première de ces petites histoires, c'est celle qui a donné son nom à l'effet du jour, donc à l'effet Bannister. Donc c'est l'histoire de Roger Bannister. Alors Roger Bannister, il est né en 1929 en Angleterre et il est mort en 2018. Donc voilà, et après avoir bien vécu quand même, c'est quand même un truc assez récent. Alors finalement, comme tout Anglais de cette époque, qui fait ses études à Oxford, il faisait de la course à pied. Oui, parce que grosso modo, c'est ça, au début des années 20, un petit peu vers ce niveau-là même avant. Et puis après, par exemple, parce qu'il est né en 29, voilà, donc milieu du siècle, souvent, voilà, quand tu es étudiant à Oxford, tu fais de la course à pied, et quand tu es à Harvard, tu fais de l'avion. Oui, donc du coup, à l'époque, en gros, c'était pas un truc banal de courir, c'était pas un peu comme ce que tu peux voir aujourd'hui, où il y a un peu tout le monde qui le faisait, tout ça, enfin, c'est vraiment un loisir comme un autre, accessible à tous. Non, en gros, à l'époque, c'était presque un truc de riche en fait, parce que rien que le sport en lui-même, c'était déjà un truc un peu élitiste, même si ça commençait à se démocratiser, mais que de manière générale, le sport, ça restait encore vachement. Les seules applications tout public qu'il y en avait, c'était quasiment l'école militaire, tu vois, c'était vraiment l'instruction un peu pure et dure, parcours du combattant, courir dans les champs en sautant par-dessus les barrières. C'est un peu ce truc-là. Donc vraiment, le sport lui-même, c'était voilà que les étudiants des grandes universités ou les gens riches ou voilà les étudiants ou les dandys comme on dirait, en gros tous les gens qui avaient finalement du temps libre, et oui, qui auraient peut-être pu finalement qui n'auraient pas été mon public à l'époque pour écouter ce podcast. Donc voilà, tous les gens en gros qui ont du temps libre, donc qui ont de l'argent, qui ont suffisamment d'argent, qui gagnent suffisamment d'argent pour se permettre d'avoir des loisirs et d'avoir du temps libre, et en gros qui font souvent des activités qui sont tellement intellectuelles ou tellement dématérialisées. Donc par exemple techniquement des étudiants, la majorité de leur truc c'est étudier, donc du coup voilà ils font pas forcément d'activité physique, donc du coup en gros voilà il y a que c'est un peu cette classe là de la population qui pouvait se permettre de faire du sport, parce que voilà les autres, je sais pas, quand t'as passé 12 heures à serrer des rivets ou un truc comme ça, t'as pas envie de te faire chier à aller courir pendant 20 bornes au milieu de la forêt quoi. Voilà, ce petit aparté fait qui finalement n'apporte rien à l'histoire, mais voilà. Alors du coup en gros donc Roger Bannister c'était un bon coureur, un très bon coureur même. Mais, et c'est là que c'est super important, mais c'était pas le meilleur. En gros, c'était pas une espèce d'Usain Bolt invaincu, ou tu sais, un peu comme les champions qu'on a un peu en ce moment, tu vois, un peu les Phelps, les Nadal, ou tu vois, des mecs qui, genre, de temps en temps, on vient un peu les titiller, mais sinon, voilà, ils restent quasiment invaincus du début à la fin. Non, en gros, lui, c'était un bon coureur, parce qu'en 1952, il a participé au JO à Helsinki. Donc voilà, le gars, il a quand même un petit niveau, puisqu'il va quand même au JO. Mais comme je t'ai dit, c'est pas le meilleur.
Et c'est même tellement pas le meilleur qu'il termine même pas sur le podium, puisque à l'épreuve du 1500 mètres, il finit à la 4e place. Donc du coup, c'est pas le meilleur, mais il va réaliser un exploit. Un exploit qui lui vaudra de rentrer à jamais dans l'histoire du sport, de la psychologie, et sûrement encore plus important, de l'histoire de ce podcast. Alors, pour mettre un petit peu dans le contexte, à l'époque, on considère qu'il est impossible de courir le mile en moins de 4 minutes. Le mile, pour un peu la conversion, un mile c'est 1,609 km. Donc du coup, voilà, on se dit que c'est impossible de courir cette distance-là en moins de 4 minutes. Quand je dis impossible, c'est genre humainement impossible. Un peu comme, je sais pas, sortir de l'attraction terrestre juste en sautant ou marcher sur l'eau. Désolé Jésus, pas de chance pour toi. En gros, voilà, comme j'ai dit, c'est impossible. Et finalement, qui a dit que c'était impossible ? Eh ben, tout le monde. Les sportifs, c'est-à-dire ceux qui le faisaient tous les jours, le public, forcément, qui se laisse facilement impressionner, et même surtout la science. Oui, t'as bien entendu, la science, la toute-puissance science, elle avait jugé que c'était un mur infranchissable, que jamais personne n'arriverait à courir le mile en moins de 4 minutes, qu'en gros, c'était une espèce de limite ultime du corps humain, et qu'elle est même déconseillée aux gens d'essayer de la franchir parce que ça représentait un risque mortel d'épuisement. En gros, voilà, pour eux, c'était vraiment la limite de la limite, quoi. Eh bien, finalement, le 6 mai 1954, Bannister, il va courir le mile en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Alors oui, je sais, ça fait que 6 dixièmes de seconde en moins que la limite. Du coup, on peut se dire, ouais, bon, il l'a battu, mais peut-être qu'il s'est vraiment rapproché beaucoup. Peut-être qu'il y a eu un coup de chance, tu sais, genre, il avait des bonnes chaussures, il y avait de la pente, c'était peut-être une erreur de chrono, ou il a peut-être le vent dans le dos, c'est peut-être pour ça, ça se trouve si ça soufflait bien, du coup ça l'a poussé. Mais voilà. Mais non. En gros, c'était possible, et finalement, c'était devenu possible. Parce que finalement, pourquoi c'était devenu possible ? Parce qu'un homme qui était pas le meilleur, comme je dis encore, c'est le plus important, c'est que c'était pas le meilleur, c'était pas un mec, voilà, c'est pas comme Usain Bolt où genre tu le vois sur les épreuves du 100 mètres, où genre quasiment il met 2-3 mètres à ses concurrents. Genre voilà, où tu peux te dire, ok, le gars il est hors norme, voilà, limite il a un problème pour arriver là. Non, en gros, voilà, c'est le gars qui te dit, et ben lui, voilà, il a la 4 ou 5e place, c'est pas le meilleur, et lui, il a réussi à franchir la limite. Et du coup, qu'est-ce que ça a produit ? Qu'est-ce que ça a déclenché ce fameux effet Bannister ? Et ben ça fait que ce record qui était c'était même pas considéré comme un record, enfin c'est un record qu'à l'époque, mais c'était vraiment presque la science-fiction, parce que la science elle-même avait dit que c'était impossible. Donc ce record qui était tombé, et ben moins de 1 mois plus tard, son record qui donc, comme je le dis, était censé être impossible, il était battu donc par un Australien qui arrivait à courir le mile en 3 minutes et 58 secondes. Et depuis, ce record il a été battu des dizaines et des dizaines de fois. Même Bannister, il a réussi à rebattre son record au championnat d'Europe qui suivait en 3 minutes et 43 secondes. Bon, et 8 dixièmes, mais tu te rends compte, 3 minutes et 43 secondes. C'est vraiment, finalement, c'est 17 secondes, donc qui cette fois-ci est énorme, de moins que la pseudo-limite. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est, et qu'il faut se poser, je pense, c'est pourquoi ? C'est même pas limite comment. Comment c'est presque si. On se doute comment c'est. Le comment découle du pourquoi. Je sais là je m'embrouille un petit peu. En gros, pourquoi est-ce qu'un record qui a jamais été vaincu, qui a été considéré comme impossible, il a été vaincu 1 fois, 2 fois, et encore, et encore, et encore, dès l'instant où on a réussi à franchir la limite, le record il a continué de descendre. Et ben justement, avant on n'y arrivait pas parce que justement ce record était considéré comme impossible. Dans la tête des coureurs, le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de se rapprocher au mieux de cette limite impossible. Le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de se dire, bon allez, j'essaie de me rapprocher le plus possible de plus 4 minutes sur le mile, quoi. En gros, ils n'arrivaient pas à la vaincre parce que justement, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas la vaincre. Il y a une citation de Ford qui est archi connue et qui dit, en gros, si vous pensez que vous pouvez le faire ou si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, dans les 2 cas, vous avez raison. Parce qu'en gros, c'est ça, l'effet Bannister. L'effet Bannister, c'est en gros être coincé par une croyance limitante, être coincé par une barrière mentale, finalement, comme on dit au début, une impuissance acquise. Et en gros, l'effet Bannister, c'est-à-dire que dès l'instant où on se rend compte, où cette barrière tombe, on se rend compte qu'en fait, c'était juste une croyance limitante, que c'était juste une barrière mentale, que ça n'existe pas dans la vraie vie. Du coup, il y a une espèce de switch, j'ai un changement de mindset, comme on dirait, et donc du coup qui fait que du coup en gros ça débloque plus ou moins le cerveau, où en gros il se dit ça c'est possible, et donc du coup il se donne les moyens pour y arriver. En gros,
ils pouvaient pas franchir ce mur tout simplement parce que ce mur, cette limite, elle était dans leur tête. C'est pour ça que les coureurs n'y arrivaient pas. Alors, pour faire un petit peu de, enfin, un petit peu de science, en gros, de ce qu'elles viennent ces limites. En gros, le cerveau, il se fixe lui-même des barrières. Donc souvent, et même à la base de tout, c'est pour se protéger. Il y a une histoire que j'avais entendue il y a quelques années, dans mes premières années de STAPS, quand j'ai commencé. En gros, on me racontait l'histoire d'une ménagère, donc tu sais, la fameuse ménagère de 50 ans, blablabla, qui fait jamais de sport, blablabla, tu vois, qui mange des chips en regardant les anges, tu vois, vraiment le stéréotype. Et en fait, il s'est trouvé que cette femme-là, il y a eu aux États-Unis, puisque forcément ça se passe forcément aux États-Unis dès qu'il y a un truc de fou. Donc du coup, voilà, il y a un pick-up, donc tu imagines un peu le truc le pick-up, le truc 1,5 tonne minimum, un truc vraiment costaud. Et apparemment, je crois que il y a un problème, genre, tu sais, le gars qui avait ça, il a pas serré le frein à main ou autre. Et donc, ce qui a fait que la voiture, elle s'est avancée tout doucement et elle est passée au-dessus, ou du moins, elle a coincé le fils de la fameuse ménagère. Donc voilà, qui n'était pas écrasé, hein, mais qui était coincé en dessous des roues. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a attrapé la voiture, dans une espèce d'éclair de folie, ou de génie, on ne saura jamais. Elle a attrapé la voiture et elle l'a soulevée et elle a fait sortir son fils. Donc voilà, c'est vraiment le truc, genre, c'est Hulk, tu vois, tu pourrais te dire, genre, oh après, elle l'a pas soulevé, elle l'a pas propulsé, quoi, genre, elle l'a soulevé, voilà, de quelques centimètres, juste assez pour que son fils, il puisse sortir. Mais bon, elle a soulevé quand même des dizaines et des centaines de kilos, quoi. Donc du coup, là, on pourrait se dire, waouh, la vache, ça y est, c'est Hulk et tout ça, c'est hors norme, c'est les Américains, ils se font charger à tout. Non, pas du tout. En fait, c'était vraiment la ménagère, comme je t'ai dit, comme, finalement, on est tous des ménagères, là, à ce niveau-là. On est tous pareils. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben après, déchirure des muscles, rupture des tendons du bras, déchirure des épaules et tout ça, un peu de tout. Parce que, en gros, en fait, elle était passée outre ses limites. En fait, le fait qu'elle voit voilà, son enfant qui allait presque se faire écraser sous ce pick-up ou qu'elle est restée coincée, du coup, il y a un truc qui a vrillé dans sa tête. C'est un peu comme, tu sais, on a tous su ça, en gros, une espèce d'instinct de survie. Voilà, je dis n'importe quoi. Tu vas pas aller chercher des noises à, je sais pas, à 5 mecs qui font 180 kilos de muscles, tu vois. Par contre, je sais pas, s'ils viennent faire chier, voilà, ta fille, ta petite sœur ou autre, rien à foutre, même si tu sais que tu en sortiras pas vivant, t'as une espèce de truc qui change dans ton cerveau, qui est en mode genre voilà, c'est le truc, tu défends tes valeurs et tout ça. Donc du coup, là, tu deviens une espèce de berserker, quoi. Donc du coup, en gros, voilà. Donc là, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'elle est passée au-delà de ses limites. Parce qu'en gros, le but de ses limites, c'était justement de protéger le corps contre lui-même. En gros, voilà, là, c'est typiquement l'exemple de, physiquement, d'un point de vue vraiment concret, ton corps, il a vachement plus de force que ce qu'il veut bien te laisser voir. C'est juste qu'en gros, il se bloque lui-même pour te protéger et pour se protéger lui-même. Parce que voilà, la preuve, si on n'avait pas ça, eh ben on s'arracherait tous en essayant de soulever des trucs partout à droite et gauche, on s'arracherait de partout parce qu'on n'aurait pas de limite au bout. C'est pour ça qu'à chaque fois, tous ceux qui ont fait des sports, on a tous déjà entendu de genre passer une certaine limite. Par exemple, je sais pas, quand tu fais de la course à pied ou des trucs qui sont vraiment longs, un truc qui est vraiment intense, on te dit c'est plus que le mental qui tient. Parce qu'en gros, c'est vraiment de se dire que c'est ça. En gros, c'est ton corps, il t'a déjà envoyé tous les signaux pour te dire, genre, limite, il se bride lui-même parce qu'il sent que c'est douloureux, il sent qu'il se fait mal. Et donc, du coup, là, c'est vraiment ton esprit, c'est vraiment la force de l'esprit qui lui-même consciemment repousse ses limites. Voilà, c'est le fameux truc que tous les sportifs, je sais pas, les mecs qui sautent des tours en flammes ou des trucs complètement flingués, ils te disent que voilà, genre, c'est leur mental qui les pousse et tout ça, ils repoussent leurs limites. Mais en fait, c'est vraiment un truc concret, en gros. Voilà, c'est vraiment de se dire que le corps et le cerveau, ils essaient de se protéger, qu'en gros, toi, tu pousses. Donc, du coup, tu pousses, tu veux faire des trucs qui sont extraordinaires parce que justement un corps normal, un cerveau normal de base, il n'est pas fait pour endurer ça ou pour encaisser des trucs comme ça. Donc du coup le but c'est d'arriver à se brider lui-même pour justement se protéger. Parce que autre petit fun fact, par exemple ta mâchoire, elle a la force de briser toutes tes dents d'un coup. Oui, vraiment toutes tes dents d'un coup. Si vraiment tu ne retenais pas ta mâchoire, elle les briserait tous juste si tu claquais les dents, boum, elle briserait tout. Mais le cerveau qui est pas la moitié d'un con, forcément, lui, il l'en empêche. Il fait que finalement, quand tu fermes ta bouche et que ton cerveau il détecte qu'il n'y a rien dans ta bouche, hop, limite, tu essaieras de frapper, enfin, c'est pas de frapper trop fort non plus, je veux pas que tu te fasses mal, mais tu essaieras de frapper, tu sais, de fermer ta bouche assez rapidement, et tu verras qu'au moment où tu arrives au niveau que ta mâchoire va se fermer, t'as l'impression que ça ralentit ou autre, parce que ton cerveau, en gros, voilà, il se met une limite, il se bride. Alors que pourtant, il a de la force. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut couper un doigt avec les dents. CF, Gollum et Frodon, par exemple.
Mais en gros, finalement, voilà, c'est pour ça que c'est le fameux truc, tu sais, quand t'as mal, voilà, on te dit, genre, voilà, mort un chiffon, mort un truc comme ça, parce que tu peux mettre vachement plus de force. Mais en gros, à part si vraiment tu t'acharnes ça, mais en gros, t'as peu de chances de te faire mal aux dents juste en fermant la bouche volontairement. Juste parce que voilà, ton cerveau, il va se protéger lui-même. Donc finalement, le but de ces limites, c'est donc de protéger l'individu, de se protéger lui-même. Donc de protéger le corps, comme on vient de le voir, pour éviter que voilà, tu t'arraches tout, que tu te brises les dents, mais aussi l'esprit. Donc protéger l'esprit, c'est-à-dire rester dans ta zone de confort, vouloir se fixer des limites qui sont fixes, vouloir tout quantifier et tout représenter, même finalement sur des trucs qui peuvent être aussi abstraits que l'univers ou des réactions atomiques. Parce que finalement, on en avait déjà parlé, mais en gros, rien ne fait plus peur au cerveau, donc là c'est juste le cerveau, que le néant ou l'infini. Genre même l'espace, même la galaxie, l'univers, le cerveau il a besoin d'essayer de se le représenter. Les atomes, il a besoin d'essayer de se le représenter, de voir quelque chose qui peut toucher ou autre, pour vraiment essayer de faire une limite. Donc du coup voilà, pourquoi est-ce que le cerveau il se fixe des limites pour se protéger, pour protéger le corps et surtout aussi pour protéger l'esprit, pour que voilà, tu aies une espèce de que tu ne deviennes pas fou. C'est le fameux truc de la pyramide de Maslow que j'ai déjà abordé, où en gros c'est de se dire que voilà, si tu es tout le temps en sécurité, que tu peux jamais te dire que voilà, tu pourras manger ou qu'il n'y a pas un truc qui va te bouffer, genre ton cerveau il devient fou, il a besoin d'être rassuré, et une fois qu'il a trouvé un truc qui est rassuré, boum, il s'y accroche parce qu'il sait que c'est de ça que dépend son salut, quoi. Donc du coup, dans la majorité des cas, c'est super utile, c'est même vital. Mais finalement, ton cerveau, ça peut aussi être une croyance limitante. En gros, un obstacle pour quelque chose qui n'est pas forcément impossible, voire carrément pas impossible. Parce que comme je te l'ai dit, il fait pour le physique, c'est normal, à part les sportifs ou autres. Ou si vraiment voilà, tu as une situation d'urgence, je sais pas, tu es poursuivi par des chiens ou autre, auquel cas c'est normal de repousser tes limites. Mais sinon, dans la majorité des cas, au niveau physique, ça n'a pas vraiment de sens. Sauf si ta survie ou tu as un objectif qui en dépend. Mais par contre, d'un point de vue mental, en fait, le truc c'est que, vu que le cerveau, dès qu'il trouve un petit truc qui le rassure, il s'y accroche, du coup tu peux vite te retrouver à penser que des choses sont impossibles parce qu'il t'aura fixé des limites. En gros, comme on l'a dit, finalement tout ce qui est derrière ces limites, pour lui c'est impossible. Donc du coup finalement il va se fixer des limites, mais qui sont pas forcément impossibles, voire carrément pas. Ça peut être par exemple changer de travail, ou se lancer dans un projet, ou changer complètement de style de vie. Tu vois, c'est que des trucs où rien t'en empêche en théorie. Je veux dire, changer de travail, tu rentres ton patron, tu jettes des lettres de démission, tu vas voir un autre patron, tu lui donnes ton CV. Voilà, c'est pas un truc impossible ou autre. Changer de style de vie, si demain tu te dis, voilà, je sais pas, je veux plus manger de viande ou je veux plus manger de poisson, boum, c'est tout. C'est pas un truc trop compliqué et tout ça. Mais c'est juste que tu vas croire que c'est impossible pour toi, ça va être super dur parce que c'est en dehors des limites, c'est en dehors de la zone de confort. Parce qu'en gros, c'est des choses qui vont menacer ton identité, ta zone de confort. Et donc du coup, c'est là que tu vas te sentir en danger. C'est pour ça que ton cerveau il va te faire croire jusqu'à ce que tu aies passé la limite que c'est impossible. Et donc du coup, c'est contre ça, c'est contre cette espèce de sentiment de danger que tes croyances limitantes, elles vont ériger des murs, des barrières limitantes, en te faisant croire que tout ce qui est derrière, c'est impossible. Ça fait un peu vachement, tu sais, le mur pour ceux qui ont vu Game of Thrones, où c'est en mode genre tout ce qu'il y a de l'autre côté du mur, de toute façon, tout est mauvais. Et même les hommes, les arbres, tout ça, tout est mauvais de l'autre côté du mur. Parce qu'en gros, finalement, ce qui fait tellement peur, et d'ailleurs, c'est un des seuls points des dernières saisons, c'est qu'en gros, finalement, par exemple Cersei, je fais un petit aparté, par exemple Cersei, elle vit totalement dans le déni, parce qu'elle veut pas croire que voilà, il y ait des morts, qu'il y ait des trucs comme ça qui sont à l'autre côté du mur, parce que pour elle c'est impossible, parce que c'est le côté du mur, il n'y a rien, et il peut rien avoir d'intéressant, il peut pas y avoir de menace, puisqu'il n'y a rien, ou que tout ce qu'il y a, voilà, ça en vaut pas la peine. Donc du coup voilà, je pense que l'image est vraiment bien, c'est de dire que, voilà, c'est de dire que, en gros, ton cerveau il se met vraiment des murs, et tant que t'as pas été exactement comme Game of Thrones, tant que t'as pas été de l'autre côté du mur, tant que t'as pas été essayé d'explorer ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais pas ce qui se passe, et donc du coup, par définition, il n'y a rien, ou c'est impossible. Donc du coup, finalement, voilà, dès que l'instant où tu arrives à passer outre, où tu ouvres la cellule, bah du coup, tu pars à la conquête d'un monde que tu pensais interdit, que tu pensais impossible. En gros, c'est finalement, les croyances limitantes, c'est un peu comme si tu es dans une prison qui est bien réelle, parce que voilà, elle est vraiment physique, tu dis, il y a des trucs qui sont impossibles ou autres, sauf que bah, finalement, tu te rends compte que cette prison, elle est verrouillée de l'intérieur, et donc du coup, il n'y a que toi qui peux repousser les limites. Voilà, bah du coup c'est tout pour ce premier épisode, un bon petit épisode. Donc voilà un peu pour la mise en scène. Du coup, comme je t'ai dit, je sais vraiment pas combien d'épisodes il y aura parce que c'est un sujet avec des dizaines d'histoires, que j'ai plusieurs idées pour l'aborder de différentes manières.
Donc du coup on verra au niveau des histoires ou autre. Donc du coup je sais pas combien il y aura d'épisodes. Du coup j'espère que ça t'a plu. Comme toujours, n'hésite pas, commente, partage, blablabla. Tu connais la chanson. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!